Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Sabiopod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'ai vu en 2019 et qui est sorti en 2019 sur Netflix, si ma mémoire est bonne. Il s'appelle Captive State, donc sorti en 2019. Alors, c'est un film de science-fiction, donc comme vous l'aurez remarqué pour l'instant sur les podcasts que j'ai mis à disposition, effectivement, je n'ai pour l'instant parlé que de science-fiction. Je pense que ce ne sera pas toujours le cas, hein. Je tiens à le signaler. Je sais bien que le fantastique a beaucoup de support et de popularité, donc c'est pas tant le souci. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu concentré sur la science-fiction, que ce soit au niveau des bouquins, que ce soit au niveau du reste, parce que j'ai plutôt une manière de discuter de choses pour lesquelles j'ai envie de donner mon opinion, et donc qui vont me permettre de passer à autre chose par la suite, et notamment au fantastique. Mais pour l'instant, donc, on va parler effectivement de Captive State, qui est un film, il faut pas le cacher, qui est quand même assez anxiogène, puisque ça parle d'un mouvement de résistance dans nos sociétés occidentales, dont a priori en plus c'est une structure, des mécanismes de résistance qui seront mis en place aux États-Unis, mais dans un contexte particulier, puisque Captive State est un film de science-fiction, donc, dans lequel les États-Unis ont été envahis par une civilisation alien. Et donc cette civilisation, elle est ici, elle est aux États-Unis pour récupérer des ressources minières un peu partout, voire dilapider complètement les ressources, enfin récupérer complètement les ressources en question. Ce faisant, donc a dû se battre effectivement contre l'humanité et a montré qu'ils étaient capables, non seulement qu'ils étaient capables, mais qu'ils avaient gagné une guerre contre l'humanité et notamment aux États-Unis, ce qui n'est pas peu dire. On se trouve dans un contexte très particulier où toutes les personnes, donc vous avez un organisme, vous avez la civilisation alien, pardon, ou en tout cas ceux qui sont dans les hautes sphères gouvernementales, on les appelle le législateur. Donc le législateur, ce sont les aliens, et ce sont finalement eux qui décident de ce qui se passe sur la planète Terre. Okay, donc ça, c'est un premier point. Mais cette gouvernance qui est dictatoriale, il faut pas non plus négliger de l'indiquer, elle est mise en place par des êtres humains. Et c'est là où toute la subtilité se trouve finalement avec Captive State, c'est que sous couvert de parler d'une invasion alien, ce dont parle ce film, c'est la mise en place d'une société de surveillance absolue, totale, je dirais en temps réel, pour chaque individu, qui permet de surveiller chaque individu, de savoir ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, etc. Et de voir comment un mouvement de résistance serait susceptible de s'organiser à travers une structure très décentralisée, bien sûr, voire avec des cellules autonomes, pour atteindre des objectifs très précis, à savoir surtout faire en sorte d'éliminer un certain nombre d'individus qui supportent le gouvernement dictatorial et qui supportent l'invasion alien. On se retrouve dans quelque chose d'assez... clairement, hein, c'est assez gris, c'est pas dans tout ce qui s'effectue là ne s'effectue pas dans la joie de vivre, quoi. C'était même exactement l'inverse. Et donc on se retrouve dans une hypothèse bien précise qui consiste à déguiser donc les États occidentaux modernes, hein, s'ils devenaient des dictatures, quelle forme cela prendrait-il? Et dans ce sens-là, c'est très intéressant, puisque nous sommes en 2024, toutes les technologies de surveillance au jour d'aujourd'hui, d'une potentialité, d'une efficacité assez importante, hein, tout le monde peut être géolocalisé à partir de son téléphone, tout le monde peut être écouté via son téléphone, tout le monde, si vous êtes dans une grande ville, il est évident que vous allez être traqué pouvez être traqué par différentes caméras. Ce n'est pas rien, on est effectivement bien dans l'ère de la société de surveillance. Tous vos propos, même si vous avez la liberté de vous exprimer, peuvent être reportés parce que cela peut déranger quelqu'un qui est haut placé. Il m'est arrivé, et j'étais assez choqué de voir que certains, pas sur le réseau social le plus important, celui qui est partagé par le plus de monde à l'heure actuelle, mais sur d'autres plateformes, il m'est arrivé que des longs commentaires, une longue discussion ou un article relativement long et précis sur un certain nombre de sujets précis, ou sur un sujet en particulier, soit plus ou moins effacé avec le temps parce qu'il y a trop de personnes qui le voient. Ça m'est arrivé, hein. Je tiens donc à préciser que la tentation dans nos sociétés occidentales
et soi-disant société démocratique, de faire taire les gens ou de faire en sorte que des propos n'aient pas la popularité qu'ils seraient susceptibles d'avoir, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, puisqu'il y a des phénomènes de manipulation, contrôle, que ce soit des technologies, que ce soit des sociétés qui détiennent ou qui utilisent ces technologies. Donc c'est pour ça que ce film, je l'ai trouvé très intéressant, parce que certes il grossit le trait finalement, parce que vous avez tout un ensemble de technologies invasives. La première de ces technologies, c'est évidemment vous avez un tracker qui est intégré sous la peau. On peut pas faire plus invasif comme type de technologie. En termes de localisation, c'est le rêve humide d'un certain nombre de despotes, je suppose. Mais ça a son importance. Ça a son importance parce que, aussi grossier que soit le procédé, il n'empêche qu'il est simple, mais aussi très efficace. Si vous voulez localiser quelqu'un, il faut que cette personne sorte le localisateur qu'elle a sous la peau. Sachant que dans le film, l'opération qui consiste à sortir cet élément, c'est une opération qui est extrêmement dangereuse et qui peut être mortelle pour la personne qui se trouve sur le billard en pleine chirurgie, quoi. Donc, mais il est évident que avoir un tracker sous la peau, une chose. Je tiens d'ailleurs à indiquer que le premier des trackers qui peut être utilisé, c'est votre ADN. Ne jamais oublier. Vous avez des films, d'ailleurs, je pense que je ferai un podcast aussi là-dessus, parce que j'avais adoré ce film, Bienvenue à Gattaca. Ce sera l'occasion de le revoir et puis de discuter un peu sur les messages qu'essaye de faire passer le film en question. Néanmoins, si on doit revenir sur Captive State, effectivement, vous avez un tracker, donc un élément technologique qui est inséré sous la peau. M'excusez d'insister dessus, mais c'est finalement une violation de l'intégrité physique. Donc c'est aussi ça quelque chose qui m'interroge beaucoup quand je vois ce genre de film. Enfin, et je pense que bien sûr, les auteurs et réalisateurs en question sur le film en question se sont beaucoup interrogés également sur ce que cela pouvait signifier d'avoir un tracker sur soi. Et donc, il viole l'intégrité physique. Mais il y a un autre élément qu'il faut voir, c'est que justement, ce que je disais préalablement, votre ADN, votre propre ADN, peut fonctionner via éventuellement une blockchain. Donc, on va pas rentrer dans les détails de cette technologie, non. Via, par exemple, un système de crypto-monnaie, de portefeuille en crypto. Votre ADN peut fonctionner comme une clé d'ouverture et de fermeture. Donc, ou en tout cas peut faire partie des éléments d'une clé. Donc, ça signifie d'autres choses. Ou utiliser même votre propre corps comme la blockchain en question. Donc, quand je dis votre propre corps, c'est-à-dire votre ADN, des expériences ont d'ores et déjà été produites, où on est capable d'enregistrer des centaines de fois un film dans une petit flacon d'ADN humain. Donc après, bien sûr, il faut décoder l'information en question, et je pense que si on peut l'encoder, le décoder est aussi tout à fait faisable. Mais c'était une expérience de laboratoire il y a à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc j'insiste sur ces points parce que c'est aussi une manière de dire, attention, toutes ces technologies de surveillance de l'individu, elles sont de moins en moins chères à mettre en place, elles sont de plus en plus pratiques à utiliser pour des gouvernements qui ont l'intention et la volonté, tout simplement, de surveiller leur population à l'individu près, quels que soient les propos, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. Donc, ne pas oublier, voilà, à mon avis, que ce sont des éléments qui ont leur importance dans nos sociétés actuelles. D'où, d'ailleurs, l'importance de ce film. Parce que c'est marrant, je trouve que j'ai vu très peu de personnes parler de ce film. Comme si... alors, c'est difficile à voir, hein. Le film est bien fait, hein. Je veux dire, le film est bien monté, l'histoire est tout à fait crédible. Ce qui se passe en termes de résistance aussi, ça peut se comprendre. Les relations humaines également. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai vu très peu de monde parler de ce film comme s'il avait dit. Or, la seule chose dont parle ce film, c'est finalement des sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, qui ont accès à un certain nombre de systèmes et d'outils de surveillance des populations et des individus, et qui sont en mesure, pour les gouvernements, de créer des profils en fonction de ce que vous dites, en fonction de ce que vous faites, en fonction d'où est-ce que vous êtes, en fonction des relations que vous avez autour de vous, que ce soit dans vos réseaux en ligne ou que ce soit dans la vie tout court. Donc ça, c'est à mon avis, ça valait la peine d'être
d'être exploré dans un film. Alors je parle du tracker, bien sûr, c'est pas la seule technologie, hein, il y en a d'autres. Vous avez notamment le nuage de caméras volantes, comme si vous aviez des espèces de petits oiseaux comme ça dans la nature, avec un groupe d'oiseaux, a flock of birds, qui se promènent et qui en tout cas est en mesure de surveiller un endroit relativement important, on va dire 1 km², avec un ensemble de technologies qui récupèrent de l'énergie, soit du soleil, soit d'une autre manière, ou distribuent de l'énergie entre elles, enfin peu importe. En tout cas, vous avez cette notion-là, c'est pas une notion qui est récente, hein. Moi j'ai lu ça dans des bouquins qui ont une trentaine d'années. Vous avez un bouquin de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Je pense que vous avez aussi ce type de technologie dans l'âge de diamant, The Diamond Age, donc que j'ai lu effectivement au milieu des années 90, et qui démontre que ce type de technologie peut être envisagé, sachant que c'est pareil, en termes d'évolution technologique vis-à-vis de la miniaturisation des caméras, on sait tous que plus ça va, plus les caméras sont de plus en plus petites, et que il est évident que ça arrange beaucoup de gens. Elles sont de plus en plus petites, elles coûtent de moins en moins cher à produire, donc ça signifie qu'on peut les trouver en grand nombre et dans énormément d'outils numériques, hein, pas juste les téléphones. Donc ça suppose quand même des évolutions inquiétantes, surtout par rapport au domaine politique, parce que si on se base sur le fait que nous sommes dans des démocraties, certes représentatives en tout cas pour le moment, qui font en sorte de laisser une certaine liberté d'expression à leurs citoyens et à leurs citoyennes, ça demande aussi, ça met en exergue le fait que les libertés que nous avons sont menacées par les technologies auxquelles nous avons accès. Je pense que c'est important de le signaler. Donc, comme vous avez un tracker, comme toute la population a un tracker, si vous faites quelque chose qui sort des normes, ou si vous allez dans un endroit dans lequel il ne faut pas, bien sûr, vous êtes immédiatement repéré. Et le film montre bien, alors bien sûr c'est un film de science-fiction, donc vous avez des drones plus ou moins, on va dire, font la taille d'un gros sac, donc, ou d'une valise, de la taille d'une valise, qui se déplacent dans l'air et qui se déplacent en groupe et qui viennent éventuellement vous chercher. Mais on est dans un film, il est évident que montrer ce type de drone avec une partie organique, etc., ça permet de susciter une vision de l'étrangeté, etc. Donc on est toujours effectivement et complètement dans le cadre d'une société de surveillance où le moindre pas de travers est surveillé, on va dire, dès que le bruit s'effectue. Néanmoins, je tenais à revenir sur un point qui me semble important, c'est la réception de ce film. C'est-à-dire que le film, que j'avais pas préparé cet aspect-là quand j'ai pris des notes dessus, mais le film a été très très mal reçu au niveau des critiques, alors même au niveau du public, et moi je l'ai pas du tout vu comme ça, quoi. Alors par contre dans la presse, le film s'est fait défoncer, mais quelque part j'ai envie de dire, c'est pas trop surprenant, hein. Des revues comme Variety, Hollywood Reporter, Los Angeles Times se permettent de tenser un film comme ça. Ce sont des supports de presse qui sont là pour favoriser les gros films, et qui sont surtout pas là pour favoriser des films qui prennent des risques en termes de contenu, qui prennent des risques en termes de message. Et c'est ce qu'a fait ce film, hein. Ce film, moi, en tout cas, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est un film courageux. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat et qui dit la société de surveillance. Alors, dans les articles en question, on vous indiquait que c'est un thème, c'est du sous-texte, quoi. C'est pas quelque chose de mis en avant, mais non, bien sûr, il y a une critique de la société de surveillance. Sachant que comme nous sommes déjà finalement dans des sociétés qui plus ou moins fonctionnent de cette manière-là, c'est une critique de la société dans laquelle nous sommes. Donc il est évident que toutes les structures qui sont les supports intellectuels ou qui sont les supports de communication de la société en question vont pas regarder ce film de manière à l'encenser, à dire ce qu'il est en train de dire est formidable. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que derrière la surveillance qui s'effectue dans la réalité, là pour le coup, nous avons encore des systèmes qui permettent aux opinions de s'exprimer, qui permettent à des représentants, notamment qui sont élus légalement, de représenter les opinions en question, et donc de dire ce qu'ils pensent, et d'exprimer de multiples voix qui font consensus sur un certain domaine pour indiquer leur désaccord ou pour indiquer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Donc ne pas oublier que il
y a une lutte qui s'effectue à l'heure actuelle entre les systèmes légaux, les systèmes représentatifs ou les systèmes démocratiques et les technologies. Et ce que je remarque moi de mon côté personnellement, c'est que la technologie, la science et la technologie évoluent très très rapidement et les coûts sont amortis aussi de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que l'unité de base d'un de ces éléments de surveillance va coûter de moins en moins cher, alors que la démocratie en tant que telle, elle coûte relativement cher en termes de représentativité, notamment en Europe. Et pour être très clair, en France et en Italie, nos systèmes représentatifs sont des systèmes qui sont très chers, que ce soit en termes du nombre de représentatifs, de représentants, pardon, et en termes de coûts unitaires de chacun de ces représentants, alors que ce soit le représentant ultime de l'État, avec ce qu'il coûte, mais que ce soit les gouvernements, que ce soit les représentants, les députés ou les sénateurs. C'est-à-dire, on est dans des systèmes qui ont un certain prix qui n'est pas négligeable. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font pas leur travail, hein. Je ne me permettrai pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste que nous sommes dans des démocraties et des systèmes représentatifs qui n'évoluent pas et qui sont de plus en plus lourds et qui sont de plus en plus chers. C'est tout ce que je suis en train de dire, je ne fais qu'évoquer des choses qui sont d'ores et déjà connues. Par contre, mon avis purement personnel est de dire que les systèmes représentatifs sont de moins en moins, correspondent de moins en moins à la réalité des gens qu'ils sont censés représenter. Et c'est bien tout le problème de nos sociétés à l'heure actuelle, où nous sommes dans des sociétés qui sont toutes connectées. Il y a clairement un décalage grandissant entre les gens qui représentent, entre les représentants de la population et les gens qui sont représentés. Et ça aussi, c'est un élément très fort et très important. Il faut signaler, parce que dans une société où tout le monde est connecté via Internet et tout le monde peut avoir son mot à dire et exprimer son opinion, il est évident que ça devient compliqué de faire taire les opinions, d'une part, et même si parfois certains bien placés y arrivent, ça devient aussi compliqué de ne pas tenir compte de l'ensemble des opinions pour faire en sorte de créer d'autres systèmes qui permettent de mieux représenter les opinions de chacun, et notamment des systèmes de démocratie directe qui permettraient à la population de donner son avis sur un certain nombre de sujets de manière plus directe. Je veux dire, à un moment donné, c'est soit la démocratie, elle régresse, soit elle progresse. Et si elle régresse, on va vers une dictature technologique. Et si elle progresse, on va vers une ouverture technologique. Donc ce sont des éléments, à mon avis, qui sont fondamentaux dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons. Et si on n'en tient pas compte sous prétexte que cela dérange un certain nombre de personnes haut placées, je pense que c'est la pire des choses à effectuer. Une autre chose aussi qui m'a un peu choqué quand j'ai vu ce film, c'est d'avoir qu'on pourrait appeler un centre de traitement des données. C'est-à-dire que toutes les données visuelles, écrite, audio, donc audio, vidéo et textuel, qu'un individu est susceptible de produire, tout passe par un centre de retraitement, puisque un des personnages, notamment le personnage principal en fait, le personnage principal malgré lui, mais c'est un autre sujet, en fait est un employé dans ce centre de traitement. Donc justement, quand il rentre dans ce centre de retraitement des données, son tracker lui permet justement de rentrer à l'intérieur, mais ça donne aussi, ça lui permet également de pointer quand il va au travail avec le pointeur en question qui est intégré dans son tracker. Donc tout ça oui, c'est très gris, hein. C'est pas folichon, mais c'est important de bien voir que dans ce centre de données, vous avez un employé qui va regarder les vidéos, qui va écouter toutes les musiques et toutes vos paroles, qui va lire vos textes avant de voir ce qui peut être effacé et ce qui doit être envoyé au gouvernement à des fins de traitement d'informations. Ça aussi, je dois avouer que quand vous voyez ça, ça vous met la puce à l'oreille et vous vous dites jusqu'à quel point tout cela est fait, sachant que bon, il faut quand même rappeler que fin des années 2000, début 2010, vous avez un gars qui s'appelle Edward Snowden qui a mis l'exergue sur un certain nombre de programmes et de logiciels qui étaient développés par un certain nombre d'agences à 3 lettres qui bien entendu, vous diront qu'ils ne font que leur travail, mais en même temps, si vous espionnez par exemple vos propres citoyens à longueur de temps et sans que cela soit autorisé par les textes légaux qui ont cours, on peut se poser la question de savoir si la société dans laquelle vous vivez est une démocratie ou pas, quoi.
c'est une question bien sûr qui est parfaitement logique et valide. Mais on comprend bien que dans la logique, dans la notion de pouvoir et dans la notion de j'ai du contrôle, où les gouvernants ont du contrôle sur le reste de la population, les technologies de surveillance renforcent toujours et encore plus le contrôle en question. Donc si vous vous trouvez, tant que tout le monde peut s'exprimer et tant que tout le monde peut plus ou moins dire ce qu'il pense et ne pas être censuré, donc dans la majeure partie des cas bien sûr, apparemment il y a quelques exceptions dès lors qu'on touche des sujets un peu sensibles, même si on fait preuve de rationalité, mais tant que vous avez la possibilité de vous exprimer, ça va, mais si vous vous trouvez dans une dictature où vous pouvez plus rien dire, toutes ces technologies de surveillance, les êtres humains ne sont pas des robots, quoi. Nous sommes des êtres pensants, nous sommes des êtres, pour certains, qui essayent de réfléchir, je dis bien, hein. Et donc, à un moment donné, je veux dire, la capacité de dire ce que l'on pense, d'exprimer un certain nombre de choses qui sont soit parfois dérangeantes, soit qui sont pas dans le concert normé et conformé de la doxa publique, je veux dire, c'est aussi important d'être en mesure de le faire, parce que parfois, il y a des choses valides derrière les pensées en question, il y a des préoccupations, en fait, qui sont valides. Donc, voir, en fait, ce petit employé dans Captive State qui passe par un centre de retraitement de données qui sont utilisés par les gouvernements et qui est traqué dès le départ par un dispositif qui est logé sous sa peau, ouais, ça fait un peu peur. Et alors, ce qui est très intéressant de la part de ce film, c'est que, en tout cas, la part belle qui est effectuée dans ce film, c'est que vous avez justement un ensemble de conditions comme ça qui sont extrêmement lourdes, quoi. La question qui se pose, c'est comment un individu dans un contexte de ce type serait susceptible d'arriver à... Enfin, et pas juste un individu, comment un groupe arriverait à résister à des conditions de ce type, quoi. Et de suite, on se retrouve dans des choses pareil, qui ont du sens, hein. Vous avez effectivement un groupe de résistants. Mais ce groupe de résistants, ce sont des cellules autonomes. Alors, je sais bien que quand on dit ça, ça fait de suite penser à des fanatiques ou à des trucs comme ça, avec des cellules autonomes qui font leur saloperie. Excusez-moi le terme. Bon, je crois que, enfin, si c'était pas clair, si quelqu'un tient à exprimer le fait que, comment dire, je cautionne des procédés qui ne sont pas très bons, je leur demanderai de se référer à d'autres podcasts où j'explique ce que je pense du fanatisme, que les choses seront très très claires. Par contre, si nous sommes effectivement dans des sociétés qui ne sont plus démocratiques, alors que la constitution dans laquelle nous vivons pour l'instant fait en sorte de garantir un certain nombre de droits, tient à préciser que c'est aussi le devoir de chaque individu d'être en mesure de résister contre une oppression dictatoriale. Je sais bien que je suis dans un pays qui a une histoire un peu torturée vis-à-vis de ces choses-là, je sais bien qu'il y a encore des monarchistes, etc., mais je tiens à préciser que la lettre de cachet, pour l'instant, ça ne fonctionne plus, et que tout citoyen, je dirais, en âge de s'exprimer et en âge d'agir, se devrait justement de faire en sorte que cette lettre de cachet ne puisse plus jamais fonctionner. Puisqu'encore une fois, comme je le disais, la démocratie, elle progresse ou elle régresse en fonction des technologies qui sont utilisées et en fonction de l'acceptation ou de la non-acceptation de ces technologies. Et c'est de ça que ce film parle. Donc c'est en ça qu'il me parle. Et c'est en ça qu'une résistance et comment mettre en place une résistance dans une société de surveillance est le thème principal de ce film, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce film. C'est parce qu'il dit, voilà les choses que vous allez devoir faire et devoir mettre en place si vous devez résister à une société de surveillance. Et donc ça veut dire compartimentaliser les informations, ça veut dire autonomie des cellules, ça veut dire aussi des signes de reconnaissance individualisés pour chaque cellule et pour chaque individu, donc ça veut dire aussi que chaque individu est sacrifiable, malheureusement. Donc c'est dans ce sens-là que ce film est très anxiogène, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dès que vous avez un élément de votre cellule qui est repéré, et bien de suite, effectivement, vous pouvez rien faire pour cette personne, et cette personne doit être sacrifiée ou se sacrifier elle-même pour faire en sorte que la cellule dont elle faisait partie ne soit pas détruite. Je vais reprendre des pincettes pour bien indiquer qu'on se réfère à un système qui résiste à un régime qui est non démocratique, pour le cas où il y ait quelques doutes que ce soit. Donc ça suppose aussi, et en termes de résistance, l'utilisation de moyens de communication rudimentaires, donc parce que ça ne peut pas être, ce sont des moyens de communication qui ne peuvent pas être électroniquement suivis. Ça aussi, ça a son importance.
Ça a même une telle importance que je pense que ça pourrait être un sujet en soi, en fait. L'utilisation de moyens de communication primaires et rudimentaires afin d'éviter la surveillance électronique. Ça pourrait être un sujet. Mais bon, je suppose que ce sont des choses auxquelles nos chers gouvernants et autres systèmes de commandement et politiques, etc., doivent certainement réfléchir. Puisque, effectivement, en tout cas dans le film, la surveillance, elle est extrêmement serrée, elle est constante. Vous pouvez être pris en charge très rapidement. Et donc, pour un groupe de résistance avec différentes cellules, ce qui est important, c'est que chaque élément de cette cellule puisse être averti par un signal individualisé, sinon, et de reconnaissance, sinon aucune opération n'est possible. Et ce qui est aussi important, c'est que les sources de ce groupe de résistance puissent également avoir leur autonomie, leur signe de reconnaissance. Parce que il y a quelque chose en fait qui est intéressant aussi, c'est que c'est le facteur humain. Voilà, c'est le facteur humain dans ces éléments de résistance. C'est pas la technologie qui compte, c'est pas votre capacité à utiliser tel logiciel ou tel machin. Non, non, non. Au final, ce qui fait la différence, c'est le contact que vous avez avec quelqu'un, ou la qualité du contact, la pertinence du contact que vous avez avec quelqu'un. Et c'est ça qui fait toute la différence dans un contexte de ce type. Plus il y a de profondeur dans la communication entre deux individus, et bien entendu, il y a un jeu de mots évident à faire là-dessus, mais je le ferai pas, mais vous m'aurez compris, c'est-à-dire que la communication peut aller très loin, peut être d'ordre sexué, bien sûr, et ça peut avoir un avantage, c'est-à-dire que le fait d'être en mesure de cacher les sources que l'on peut avoir, tout comme le fait de délivrer des informations en tant que source sans le savoir. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup marqué en fait de voir ça et de voir à quel point ces aspects-là ont leur importance et que quel que soit le déluge technologique auquel vous avez accès, au final, ce qui fait la différence, c'est l'ingénuité, la capacité à être rusé, malin, et à être vif dans le moment en termes de réflexion, c'est-à-dire d'être en mesure de bien saisir, même s'il y a un plan qui est établi depuis très longtemps, et même si vous savez ce que vous devez faire, et même si vous savez qu'il y a des gens qui seront sacrifiés, notamment pour faire diversion aussi, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que faire croire à l'adversaire que vous avez la tête de pont de l'ensemble du groupe de résistance est bien plus important que tout le reste finalement, c'est-à-dire laisser penser à un adversaire potentiel qu'il a gagné est peut-être l'élément le plus important qui soit dans quelques groupes de résistance qui puissent exister. Ça aussi, c'était très important de le signaler et de le faire comprendre à des gens, à des cinéphiles, à des gens qui s'intéressent à ce type de film. Donc l'ensemble de ces éléments que j'ai appréciés dans ce film, c'est-à-dire que c'est quasiment un manuel de résistance à l'oppression, sous le joug d'une société de surveillance moderne, avec tous les éléments technologiques qui peuvent être utilisés contre une population donnée. Et ce qui, hélas, il faut bien entendu se rendre compte, c'est que les sacrifices qui seront demandés pour atteindre les objectifs de cette résistance sont assez... les sacrifices sont lourds, sont importants. Et c'est dans ce sens-là, bien sûr, que le film est anxiogène. Hein. On n'est pas dans un concours de l'esthétique quand ce film a été effectué. C'est-à-dire que le propos est très très clair vis-à-vis de la société de surveillance et vis-à-vis de ce que cela induit concernant les personnages en question. Alors, bien sûr, ils ont essayé de faire passer ça par le biais d'un film de science-fiction et le fait qu'on résiste, enfin, ce serait l'humanité qui résisterait contre une invasion d'extraterrestres. Mais bien entendu, si vous sortez les extraterrestres de l'image et que vous ne mettez que la société de surveillance, vous avez une critique des sociétés dans lesquelles nous sommes et du rapport que les démocraties ont vis-à-vis des systèmes et des technologies de surveillance qui est quelque chose qu'il est important de noter. Et ce qui plus largement aussi pose la question de ce qu'est une démocratie finalement, quand les moyens de surveillance sont omniprésents. Hein, est-ce qu'on peut se prétendre une démocratie, notamment, est-ce que les politiques peuvent se permettre de parler de démocratie en long, en large et en travers lorsque le moindre fait et geste de chaque individu est enregistré, visualisé, localisé, archivé et surtout contextualisé par rapport à d'autres individus, quoi. Hein, je dirais à un moment donné, si on doit mettre les pieds dans le plat, autant dire les choses.
Donc ça signifie bien que la notion même de démocratie, elle est en danger. Hein, et que, est-ce qu'elle ne doit-elle pas finalement, elle aussi, évoluer pour refléter les évolutions technologiques et scientifiques de la société civile? Puisque de toute façon, ces innovations, cette progression technologique et scientifique est intégrée, que ce soit dans des technologies militaires ou autres, c'est utilisé par les gouvernements. Mais est-ce que le rapport que la société civile a avec l'ensemble de ces systèmes ne doit pas être un tant soit peu différent? L'autre question que je me suis posée en regardant ce film, c'est aussi, finalement, la démocratie ne doit-elle pas être plus directe? Puisque les représentants montrent bien, souvent, qu'ils sont dépassés, soit qu'ils sont dépassés, soit qu'ils sont en accord avec les enjeux technologiques qui leur sont présentés. Et enfin, je finirai par indiquer que vis-à-vis des démocraties occidentales, il faut être très très clair, c'est qu'il y a des modèles de société, et notamment, pour ne pas les nommer, en Chine, où la société de surveillance est une société de surveillance totale. C'est une réalité, ce n'est pas un rêve humide de politiciens en manque de contrôle, c'est bien un ensemble de caméras, de systèmes de géolocalisation, de micros ouverts, des smartphones et des opinions qui sont ouvertement partagées sur les réseaux sociaux, où tout est contrôlé en temps réel et ajouté à votre profil qui peut être vu et perçu par des personnes qui appartiennent à l'appareil étatique. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que moi, est-ce que donc, je suis dans une démocratie occidentale? Est-ce que mes opinions que je partage sur des réseaux sociaux, que ce soit donc les plus connus ou les moins connus, est-ce que ça doit être sujet à la censure, même si ce que je dis est parfaitement légal et même si ce que je dis est parfaitement justifiable? Vous avez des systèmes qui se permettent de vous censurer selon l'humeur du moment. C'est-à-dire si ça ne plaît pas à un politique haut placé, que vous pouvez dire sur la société en France à l'heure actuelle, vous pouvez être censuré par certains réseaux sociaux. Je parle de moi, il est évident que c'est pas de moi qu'il s'agit ici, il s'agit de l'ensemble de la population qui a le droit de s'exprimer. Je veux dire, je suis pas en accord, il y a des tas de gens avec qui je suis pas d'accord, je viens de me faire bloquer par quelqu'un aujourd'hui, hein, parce que j'ai dit un certain nombre de choses. Enfin bon, je tenais à ce qu'il me bloque, donc ça c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que l'ensemble des opinions qui sont à la disposition de la population et l'ensemble des opinions qui proviennent d'elle, en tout cas, ont le droit, dans une démocratie représentative, et qui j'espère ne sera pas juste représentative, parce qu'on ne peut pas rester dans des institutions qui sont figées. À un moment donné, c'est un non-sens politique, hein. C'est-à-dire que c'est là où le risque de rigidification des systèmes, avant que... Alors peut-être qu'on en arrivera là, hein, peut-être que finalement les démocraties ont besoin d'exploser, les démocraties représentatives ont besoin d'exploser parce qu'elles sont trop rigides pour se reformer de manière à être plus en relation plus directe avec la population. Peut-être qu'il s'agit de ça. Mais ce que j'apprécie en tout cas de ce film, c'est que justement, il prend l'ensemble de ces éléments et il les met en exergue dans un contexte qui est difficile, avec une pression militaire, avec une pression policière, avec une pression de la surveillance et d'un système de surveillance qui est extrêmement important. Et donc, dans ce sens-là, ça valait la peine finalement de l'explorer, parce que ça montre bien qu'on pourrait aller dans des extrêmes et que ces extrêmes ne sont pas très loin de nous. Et d'où le fait justement que la presse s'est empressée de critiquer ce film. Alors bien sûr, il n'a pas fait énormément de bruit au box-office et il n'a pas été vu autant de fois qu'il aurait pu. Mais c'est pour ça que je défends aussi ce film, parce que je pense qu'il a une véritable importance sur la compréhension des phénomènes de surveillance dans les sociétés occidentales et sur l'utilisation de ces technologies et sur le fait qu'il doit y avoir plus que des garde-fous et qu'il doit y avoir une véritable discussion qui s'effectue entre les différentes populations et les gouvernements et les sociétés qui cherchent à tout prix à vendre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que, je dirais, j'ai plus axé effectivement ma discussion concernant ce film sur la thématique qui est la plus prégnante et la plus forte dans Captive State. Je pense que c'était important de parler de ce film, parce que on parle pas assez de ce genre de choses, et très souvent, dès lors que le propos est un peu anxiogène, bon, ce qui est compréhensible, hein, je veux dire, on a tous envie de regarder quelque chose qui va nous émerveiller, qu'on va trouver superbe, très esthétisant, etc. Mais en même temps, c'est parfois bien de voir aussi ce genre de film, parce qu'il vous explique un certain nombre de choses qui font partie en fait de la dimension humaine,
Et dans ce sens-là, je pense qu'il avait toute sa place dans le podcast qui est le mien. Voilà, alors quelques remarques supplémentaires après l'enregistrement principal, parce que finalement c'est un sujet qui est relativement vaste, qui est important et qui demande à être, je dirais, précisé si nécessaire. Je tenais à revenir d'ailleurs sur la réaction de la presse institutionnelle spécialisée donc, dans l'audiovisuel, notamment dans l'audiovisuel américain, c'est que donc, cette presse s'est donc permis de descendre ce film en flammes sur les aspects techniques et artistiques, mais c'est fait d'une manière totalement hypocrite, puisque c'est bien le thème et le fond du film qui leur pose problème, c'est-à-dire société de surveillance, et récupération des datas des personnes physiques notamment, puisque une partie de leur business fonctionne aussi là-dessus, le fait de pouvoir préciser et targeter une audience, ça se fait aussi en fonction des datas qu'ils arrivent à récupérer. Donc ne pas oublier, à mon avis, à mon humble avis, que le fait de descendre un film comme cela par une presse spécialisée, mais qui se veut, qui se veut la voix officielle de ces industries, ça a un sens précis, un sens particulier, c'est-à-dire que le film les dérange. C'est pas les qualités techniques et les qualités narratives de ce film qui posaient souci, c'est le fait que ce film décrit une société de surveillance très très au fait de ce que font chaque personne, que ce soit chez elle ou dans la rue, et que donc cela pose un souci à des structures qui d'une certaine manière profitent de ces informations-là et de ces connaissances-là. Ça, c'est le premier aspect que je voulais rajouter. L'autre aspect aussi qui me semble intéressant, si vous prenez Captive State, donc qui est sorti au cinéma en 2017 et après sur les plateformes de streaming en 2019, une chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que vous avez des films bien plus anciens que ça, qui parlent plus ou moins des mêmes thématiques dans un environnement science-fictionnel. Alors parfois, il y a des différences, certes, je dirais, d'environnement, etc. Mais pour vous donner un exemple, THX 1138 de George Lucas, qui est sorti en 1970, parle également de la thématique de la surveillance généralisée, et le fait dans les années 70. Il n'y a pas de différence de fond, il y a simplement une évolution de la thématique de base à une époque, et maintenant bien sûr un contexte très différent. Mais il y a des parallèles que l'on peut effectuer entre le film de George Lucas et le film qui a été fait, et ce film, donc Captive State. Donc ça aussi c'était, à mon avis, assez important, parce que, je veux dire, quand on parle de la filmographie de George Lucas, on parle aussi de THX 1138. Alors peut-être qu'il n'est pas aussi apprécié que Star Wars, c'est une évidence, quoique très sincèrement, j'aurais préféré que George Lucas fasse plus ce genre de film que fasse des Star Wars, même si Star Wars a son importance. Mais c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que, effectivement, si George Lucas avait fait d'autres films de ce type, ça m'aurait plu. D'ailleurs, ça aurait contrebalancé le côté ultra commercial de ce qu'il a pu faire après. Donc un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, parce que j'ai parlé de la Chine et de la société de surveillance dans la Chine, ça a de l'importance pour des gens de ma génération, pour la génération X, puisque, je me rappelle avoir passé le bac de français en 88-89, je sais l'année précisément, mais pour rappel, cette année-là, ce sont les événements de la place Tiananmen en Chine. Et alors certes, ça a été énormément utilisé dans la presse française, et pas que française bien sûr, pour indiquer la dureté du régime chinois et ce qu'il était en mesure de faire. Il faut se rappeler qu'il y a des images qui marquent cette personne avec 2 sacs dans les mains, qui se met en face d'un char d'assaut. Ce sont des images qui restent gravées à vie littéralement. D'où aussi d'ailleurs, je pense, toute l'énergie que le régime chinois de l'époque a effectuée pour éviter que d'autres images de la répression puissent être trouvées sur, que ça soit, il n'y avait pas d'internet à l'époque, mais puissent être à disposition du public. Donc ils ont mis en place une répression à huis clos, ou à ciel fermé, c'est selon comment on veut décrire la situation. Mais bon, ça n'a pas dû faire semblant. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ma génération, je pense qu'on a été quand même assez marqué par ces choses-là, et que ça vaut la peine de rappeler qu'il y a une évolution qui est quand même assez précise concernant le régime chinois. Les Ouïghours, est-ce qu'ils font avec eux des camps d'internement, etc. Enfin, je veux pas, je suis pas anti-chinois de quelque manière que ce soit, que les choses soient très très claires, mais par contre, ce que fait le régime chinois, certaines parties de sa population,
population. Rappelez que c'est aussi mis en place grâce à une structure et un système de surveillance étatique en temps réel. Et donc ça, c'est important de le rappeler également. Alors pour revenir à quelque chose de, pas nécessairement plus léger, mais pas aussi lourd en tout cas, il faut bien entendu, j'ai oublié d'indiquer qu'en France, les opinions de la population, bien entendu, l'organe politique, on va dire, en tient compte, mais en tient compte avec une certaine approche, hein, c'est-à-dire qu'il en tient compte grâce à des sondages, hein, faut pas oublier, mais c'est tenir compte des opinions, mais ça ne veut pas dire les respecter en tant que telles. Et ne pas oublier également qu'il y a une approche plus ou moins top-down, c'est-à-dire que c'est toujours la hiérarchie qui commande des sondages. D'ailleurs, la présidence, avant celle que nous avons à l'heure actuelle, avait énormément utilisé les sondages. Je crois que de toute façon, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là, même si on en parle moins. Mais tout ça pour dire que oui, en effet, les sondages sont utilisés. Mais ce n'est pas pour tenir compte des opinions de la population, et il est évident que les opinions sont fluctuantes, mais c'est plutôt une manière de pouvoir y répondre dans la presse ou pendant des interviews, tout en les utilisant, c'est-à-dire l'objectif c'est de ne pas en tenir compte et être en mesure de les utiliser grâce à des diversions de toute nature. Donc ça aussi, il faut comprendre que la capacité de l'appareil politique à utiliser des diversions qui sont éventuellement envoyées dans la presse pour qu'elles se soient reportées et pour choquer les opinions, pour que les opinions en question passent à autre chose plutôt qu'à un sujet sérieux. C'est une méthode qui est utilisée en long, en large, en travers et systématiquement. Donc voilà, ce sont les ajouts que je tenais à faire concernant le podcast en question. Donc j'espère que vous avez eu une bonne écoute, que c'était en tout cas que mon propos a su vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis donc au prochain numéro de ce podcast. À très bientôt. Au revoir.